Bonjour, bienvenue pour la dernière journée de ce salon Lire à Limoges qui prend une allure évidemment bizarre cette année. Ce n'est pas un salon traditionnel, mais au moins beaucoup d'auteurs ont tenu à venir à Limoges pour à la fois présenter leurs livres, soutenir leurs livres, être présents en librairie. Les libraires ont préparé des moments de dédicace. Et je suis ravi d'accueillir ce matin à 9h30, tout frais sorti de sa salle de bain, Romain Sardou. Bonjour Romain. Bonjour Antoine. Comment allez-vous? Ça va bien. Dites-moi, ce confinement, comment vous l'avez vécu? Assez bien dans le sens où, à la différence de beaucoup de gens, c'est pas un confinement qui a bouleversé ma vie professionnelle. Puisque je travaille chez moi, enfin, les écrivains, on est un peu confinés toute l'année, enfin, entre guillemets. Donc pour nous, ça n'a pas révolutionné notre façon de vivre. Vous n'avez pas d'autre activité que l'écriture? J'ai pas d'autre activité que l'écriture et je suis organisé, ma vie est organisée autour de ça, que ce soit mes enfants, que ce soit tout. Donc ça n'a pas été, voilà, je suis vraiment pour ce coup-là privilégié sur ce changement de vie. Maintenant, j'ai conscience que c'était vraiment pas le cas pour tout le monde. Mais donc, vous avez peut-être même gagné du temps pour l'écriture, puisque vous ne vous êtes pas déplacé, vous n'avez pas été dans les salons du livre, justement. Oui, moins, mais bon, non, là, à la marge, ça change pas grand-chose. Non. Non, c'est resté au niveau de la productivité, comme vous dites, c'est resté la même chose. Romain Sardou, vous êtes un militant pour parler de votre livre, pour rencontrer des lecteurs, pour aller dans les salons du livre, dans les librairies. Ça fait partie de votre plaisir aussi? D'abord, ça fait partie du métier. Je pense que quand on écrit un livre, on a envie de le faire connaître, et quand on a la possibilité de rencontrer des lecteurs, parce que ceux qui viennent ont généralement lu des livres précédents, donc on en parle, on échange, c'est fructueux, c'est intéressant. Même des fois, c'est moi qui pose des questions. Je dis, mais ça, cette partie-là, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez vécu? Un acteur sur scène, il a une réaction immédiate de son public. C'est les applaudissements. Oui, ou même pas. C'est pendant qu'on joue, on sent la salle, on sent l'intérêt de la salle, la concentration. Nous, les écrivains, pas du tout. C'est dans le temps et dans l'espace. Les gens sont chez eux, sont loin. Donc tout ce qui est rencontre, tout ce qui est dédicace, salon, signature, c'est pour nous une occasion de rencontrer le public et de vraiment de. Donc non, oui, je milite parce que et puis il faut le faire. Enfin voilà, ça fait partie du métier. Alors, sur votre berceau, quand même, il y a eu des fées assez nombreuses, avec un trait général dans votre famille. Votre arrière-grand-père, Valentin, était comédien, humoriste. Votre grand-père, comédien aussi, et votre grand-mère, Jackie, comédienne. Et on pourrait même dire humoriste, parce qu'elle était très drôle. Hein. Et puis votre père, Michel, chanteur et écrivain. Il sort là, en même temps, cette semaine, je crois. Des souvenirs, oui. Des souvenirs. Oui. Voilà. Vous l'avez lu, son livre? Oui, bien sûr. Et alors, vous avez appris des choses? Alors, non, parce que c'est notre vie. Donc, je connais sa vie, je connais son travail, les gens avec qui il a travaillé et tout. Donc, mais c'est amusant la manière dont il le raconte, parce que il avait déjà. C'est un deuxième livre de souvenirs qui suit, qu'il avait sorti il y a 5-6 ans. Et il s'amuse à faire un dialogue imaginaire avec sa mère, justement. Donc c'est pas des souvenirs normaux, c'est un long dialogue qui noue avec sa mère. Donc moi, ce que je trouve succulent, c'est de retrouver aussi Jackie, parce qu'évidemment, il l'a retranscrit comme elle était. Donc c'était un personnage assez formidable. Alors, à un moment, je vais poser une question un peu banale, on a peut-être posé beaucoup depuis 20 ans. Pourquoi vous choisissez l'écriture? Je choisis l'écriture, mais c'est l'écriture qui m'a choisi. C'est moi, je suis, en fait, c'est pas ça. C'est que j'étais très jeune, je suis devenu un gros lecteur, vraiment fanatique de lecture. Qu'est-ce que vous lisiez? Des enfants comme ça. Je suis tombé très tôt dans Walter Scott. Ah oui? Donc le roman historique médiéval. Donc, c'est là d'où mes premiers livres sont sortis. Donc moi, j'ai eu ce que j'appelle le syndrome du pompier. Vous savez, quand les enfants voient passer un beau camion de pompiers avec les casques qui brillent, ils disent ils veulent tous être pompiers. Voilà. Moi, j'ai eu ça en lisant Walter Scott. J'ai dit, moi, je vais faire la même chose. C'est le plaisir que j'ai à lire ça, l'amusement, la curiosité. J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, à ce moment-là où vraiment ça s'est cristallisé. Et puis le goût de l'histoire. C'est-à-dire que je me souviens vraiment, le premier roman historique que j'ai lu, c'était Quentin Durward, qui se passe sous Louis XI. Bon, j'avais 12-13 ans.
Louis XI, je connaissais pas du tout. Oui, bah voilà. oui. Et donc je voyais bien qu'en lisant le livre, il y avait des choses qui m'échappaient. Je savais pas très bien que ce personnage-là, il avait l'air d'être important, mais je savais pas qui c'était. Donc moi, à la fin de la lecture de ce roman, je suis allé lire, je suis allé dans une encyclopédie pour essayer de voir. Et puis là, je découvrais des nouvelles choses qui n'étaient pas dans le... Donc tout mon goût, ma passion pour l'histoire est vraiment né de là. Donc je dois tout au roman historique et à Walter Scott. D'ailleurs, votre premier roman fait partie de cette ligne-là, non? Mais complètement. Pardonnez nos offenses. Vous publiez, vous avez à peine 30 ans. C'est on pourrait dire on pourrait penser à Umberto Eco même. Oui, parce qu'il a beaucoup marqué la littérature du médiéval. Voilà, avec le film de Jean-Jacques Hano et tout. Bien sûr. Et vous choisissez le XIIIe siècle, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Toulouse, dans le comté de Toulouse, pour établir votre premier roman policier avec ce qui est ce qui a été mon grand plaisir de lecteur chez vous, avec des rebondissements, des cadavres, des énigmes, enfin, c'est des gens... C'est là où je reste un Sardou. C'est-à-dire que j'ai beau faire de la littérature, du roman, je reste un homme de spectacle. C'est-à-dire que moi, j'aime le spectacle. J'aime quand effectivement il se passe des choses. C'est des personnages hauts en couleur, des actions, des multiples actions, tout ça. Ce côté spectaculaire, scénique d'une certaine manière, théâtral, je l'ai toujours. Je peux pas le renier. Ah bah oui, tout à fait. Et alors tout de suite, quand même, vous avez beaucoup de chance. Premier livre, premier succès. Succès, 300 000 exemplaires, 20 traductions. Et ce succès-là, vous devez avoir des copains dans l'édition, mais à la fois des gens qui doivent vous envier, donc pas forcément sympathiques, mais tous vos livres connaissent des succès. C'est ce... Peut-être des degrés différents, parce que ce que je fais beaucoup, c'est que j'ai tendance à beaucoup changer de période, ou changer d'époque ou de type de livre. Donc sur certains, j'ai le gros de mon public qui me suit avec joie, sur d'autres un peu moins, parce que c'est un peu plus risqué, c'est un peu plus différent, tout ça. Donc, et d'ailleurs, je fais ça, et je vais continuer à faire ça, parce que c'est ce qui me nourrit beaucoup. Alors moi, je vous avais interviewé en 2014 pour un livre très, très étonnant dans votre production romanesque, qui était Fraulein. Ah oui, là c'était sous l'occupation. Voilà, et là, c'était un livre que j'avais trouvé, mais alors, vraiment très réussi. Et puis là, vous revenez à une série que vous avez appelée America. Il y a eu 2 précédents livres, La 13e colonne en 2010, La main rouge en 2012, et 10 ans après, enfin pas tout à fait, vous écrivez le 3e volume. Alors, c'est la fin de l'histoire sans être le 3e volume. C'est-à-dire que c'est complètement... Les 2 premiers sont quand même très proches. Ils se passent tous au XVIe et au XVIIe siècle, donc dans les colonies anglaises et au tout début des États-Unis. Et celui-là se passe aujourd'hui. Moi, je n'ai pas lu les 2 autres, de toute façon. Voilà, non, il se lit totalement indépendamment. Voilà. Le seul point commun qu'ils ont, c'est que ce sont les mêmes... Je raconte l'histoire des 2 mêmes familles. Les tout premiers colons qui sont arrivés en 1690 et leurs descendants, aujourd'hui, qui vivent toujours en Amérique, de ces 2 familles anglaises, enfin d'origine anglaise et d'origine irlandaise. Alors, on va rentrer dans le détail de ce livre. La première scène, moi, je la trouve comme la dernière. Vous avez un sens de la description, du détail. Il ne manque pas un bouton guêtre, comme on dit. On est le jour de la Saint-Patrick, en 2007, à Philadelphie. Il y a une commémoration de l'implantation des Irlandais, qui sont arrivés en 1693. Je fais mon malin, mais c'est dans votre livre. Et là, le livre va démarrer. Parce que une phrase importante qu'on retrouve, une autre aussi qui est importante, derrière les grandes richesses, il y a toujours un crime. Et puis une autre phrase que je trouve formidable dans votre livre, il y en a eu pas mal, mais j'aime beaucoup citer celle-là, les secrets de famille mettent les familles au secret. Et tout est là, parce qu'il y a 2 familles dont vous allez parler dans le roman, avec des chapitres alternés, à des périodes différentes, des familles qui ne vivent aux États-Unis, en Angleterre, avec 2 héros. Alors, on ne va pas raconter tout le livre, là, Romain Sartoux. Il ne faut surtout pas tout raconter, parce que Page Turner, tant pis, le mot est passé pratiquement dans la langue française, mais vous avez l'art de faire des courts chapitres, d'alterner ces 2 familles, donc, et vous avez l'art, comme dans les nouvelles, de la chute du chapitre. Comment ça se passe? L'écriture d'un livre pareil. Il y a
beaucoup d'archives, beaucoup de recherches, parce que je suppose que tout est vrai. Tout est vrai. Et tout est fiction. Les personnages sont fiction, mais ce qu'ils vivent, les lieux où ils sont, les événements qu'ils rencontrent sont vrais. Ça, je le fais pour un roman qui se passe aujourd'hui, comme je le fais pour un roman qui se passe au XIIIe siècle. C'est vraiment, je cherche toujours à prendre les enjeux d'une époque et surtout à les respecter. Mais sur le principe de ce que vous appelez le page-turner, pour ce type, en fait, je le fais souvent parce que, à l'exemple de ce roman, j'ai souvent plusieurs histoires en parallèle. Des fois 3 même. J'ai fait 3 histoires qui petit à petit se construisent, se rejoignent, se reséparent. Bon. L'important, c'est effectivement d'avoir des chapitres où il se passe quelque chose de fort à la fin du chapitre. C'est à la fois un plaisir de jeu avec le lecteur, c'est un principe de voilà, c'est toujours un rebondissement et toujours surtout souvent agréable. on change de famille après. Hein. Mais c'est pour ça, c'est qu'en fait pour que si je vous amène dans la famille et c'est les Muir et les Bateman, voilà, je vous fais passer 10 pages avec les Bateman. Et puis après, je vous fais passer 10 pages avec les Muir, et puis je reprends les Bateman. Il ne faut pas que vous ayez oublié ce qui s'est passé en 10 pages. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut tout de suite vous réenclencher, et c'est finalement la fin de mon chapitre précédent qui me permet de bien redémarrer 20 pages plus tard. Donc c'est très important dans la construction et même dans l'univers mental du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ces points de repère très forts pour se dire ah oui, on en est là, ah oui, c'est exactement. Alors Massardo, sinon on se perd. Vous auriez pu publier ce livre comme faisait Zola, en le découpant en feuilleton tous les jours. Ah bah oui, bien sûr. Mais pas que Zola, tout le monde. Je veux dire, tout le monde n'écrit pas comme vous. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, dans le passé, le roman s'est construit d'ailleurs comme ça. Le roman feuilleton précède le roman complet. Donc mais voilà, mais c'est comme au cinéma, c'est comme au théâtre. On a besoin d'action, on a besoin il faut que quelque chose se passe. On peut dire des choses, on peut faire des pauses, on peut prendre le temps de décrire, de montrer, mais il faut une tension dramatique. Ça date d'Aristote et de la poétique et des premiers auteurs grecs. On a besoin de cette tension. Alors, parlez-moi de ces 2 familles. Les Bateman, 4247 descendants directs des 2 premiers Bateman. Qui sont arrivés dans le premier tome d'Américain. Ouais. Hein, 4247. C'est impressionnant quand même. Ah bah c'est ça, vous avez un couple, un homme et une femme qui, dans America, arrivent tout seuls en la colonie de Géorgie à l'époque. Oui. Et puis aujourd'hui, voilà, ils sont plus de 4000 à être les descendants de ce petit couple qui est parti. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette famille ? En fait, je me suis intéressé. Alors, c'est pas cette famille, je vous dirai après. Ce qui, moi, m'a intéressé, c'est la notion d'héritage. Et dans la notion d'héritage, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment l'héritage familial. Direct, on va dire, l'héritage la paperasse qu'on a quand quelqu'un meurt dans une famille, l'héritage plus large qui est un peu l'histoire de notre famille, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a l'héritage du pays dans lequel on habite. Il y a les héritages qu'on se fait. Je vous parlais de Walter Scott. Moi, j'ai pris l'héritage de Walter Scott dans la vie. Il y a des héritages qu'on se constitue soi-même. Et toute cette idée de voilà, quand on arrive, quoi qu'il arrive, on a un bagage. On l'accepte, on le refuse, on se bat contre, ça m'intéresse. Et quand on aime l'histoire, comme j'aime l'histoire, on ne voit que ça. C'est-à-dire que c'est un héritage permanent de choses qui sont faites, qui sont dites, qui ont été comprises, mal comprises. Enfin, voilà, on vit aujourd'hui, on est dans une période symptomatique d'un problème d'héritage avec le passé. Qu'est-ce qu'on fait de cet énorme passé de la France ? Ou récent ? Comment on le vit ? Toutes ces questions-là m'intéressaient. Et moi qui suis auteur de romans historiques, c'est aussi la matière des sujets que j'aborde. Et là, l'idée était de dire, voilà, je vais prendre 2 familles et je vais raconter l'histoire de l'Amérique à travers ces 2 familles. Des Anglais, des Irlandais qui arrivent à la fin du XVIIe, par hasard, dans un pays où il n'y a rien, il n'y a même pas une ville, il n'y a rien, il faut qu'ils partent de zéro, et je les amène jusqu'à aujourd'hui. Et donc je vais faire l'héritage de ces 2 familles, qui évidemment ne s'aiment pas du tout, donc en plus il y a une rivalité familiale qui dure pendant 3 siècles. L'héritage des États-Unis, parce que voilà, les Américains aujourd'hui, je commence par une scène de reconstitution historique, ils aiment beaucoup ça en Amérique. Ils font ça, ils s'habillent comme les colons, ils s'habillent comme les anciens, ils font toute une fête, une kermesse, comme ça, ils adorent ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Entre l'état d'esprit des colons américains qui ont créé ce pays et l'Amérique d'aujourd'hui, qui se revendique encore de ses grands ancêtres. Où est la vérité encore ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'on est vraiment les héritiers ? Est-ce qu'on les a trahis ? Tout ça m'intéressait. Et je me suis dit, à travers 2 familles, je vais pouvoir parler de ça. Alors j'ai fait un jeu narratif, c'est-à-dire que dans ces 2 familles-là, dans la partie America,
Ils sont très riches, ils arrivent à devenir très riches, ils sont très rivaux. Et il y a une famille qui vole une somme d'argent gigantesque à l'autre. Et l'homme qui fait ça sait que cet héritage, cet argent-là va peser sur sa famille. C'est-à-dire que s'il donne cet argent à ses enfants, à ses petits-enfants, la famille en face va se venger, se venger, se venger. Donc il décide de ne pas donner l'argent. Il décide de cacher l'argent et de dire cet héritage-là, il ira à mes descendants dans 5 ou 6 générations. Comme ça, les autres, ils auront oublié. Et on est tranquille. Donc il organise tout un truc pour protéger ses enfants. Et 5 ou 6 générations, vous avez des gens qui vont commencer à recevoir un héritage sans savoir d'où il vient. On arrive, on a même des mallettes d'argent, en disant voilà, il y a des millions de dollars, on dit, ne posez pas de questions. Et évidemment, l'autre famille était au courant, a suivi et commence à se venger aussi. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'héritage à tous les niveaux. Je veux dire, l'héritage du pays, l'héritage de la famille et l'héritage pécunier qui se rencontrent dans cette saga de famille. Quoi. Alors, comment vous travaillez quand même? Parce que vous faites un schéma ou un canevas, je suppose. Quand vous commencez le livre, vous savez comment il va se terminer. Alors, c'est plus compliqué que ça. Je fais des canevas. J'ai besoin d'un canevas pour commencer. Vous avez un canevas Bateman et un canevas Muir. Un canevas Muir. Bon. Maintenant, quand je me mets vraiment à l'écriture, je sais que le canevas, il va changer tout le temps. C'est-à-dire que pendant l'écriture, il y a des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles envies, des choses auxquelles je n'avais pas pensé en avant. Vous avez mis combien de temps entre les 2 volumes? J'ai mis 8 ans entre celui-là. Oui, il y a eu le temps de Oui. J'ai écrit d'autres livres, on est d'accord. Mais non, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'être surpris. Moi, ce que j'adore, c'est quand je lis des livres, des fois qui n'ont rien à voir avec le livre sur lequel je travaille, il y a une idée qui sort. Ah mais tiens, je ne savais pas ça. Ou un livre historique, j'ai trouvé un épisode de l'histoire de l'Amérique que j'ignorais complètement, que je trouve brillant, intéressant. Donc vous allez vous servir. Tout de suite, je le mets. Donc en fait, je fais des canevas, mais c'est des faux canevas. Je sais ça va bouger. Et jusqu'à la toute fin, j'ai des canevas qui bougent encore. Très souvent, quand j'arrive à la fin du premier ours du livre, le premier manuscrit, je recommence le début. C'est-à-dire que je sais que le début, j'ai démarré trop tôt ou trop tard, ou qu'il y a un meilleur moment pour démarrer cette histoire, maintenant que je vois comment la fin va se constituer. Donc c'est vraiment, c'est un travail mental permanent. C'est un travail en évolution. Tout le temps. En fait, vous écrivez parfois 2 livres en même temps? Oh oui. Alors en fait, je travaille sur plusieurs projets en même temps, tout le temps. Et à un moment, il y a un livre qui prend le pas sur les autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est de lui-même, il est plus mûr, je le sens mieux, il m'obsède plus. Et naturellement, je lui dis, c'est celui-là le prochain qui va sortir. Quoi. Donc, et là, tout d'un coup, je me concentre sur celui-là de manière intensive. Quoi. Votre relation avec votre éditeur, j'ai vu des petits dessins, une sorte de petite BD qui présentait la difficulté d'écrire, où on vous voit en train de taper sur une machine d'ailleurs. Je ne sais pas sur quoi vous écrivez. Si, j'ai une machine à écrire. Les premiers gestes sont sur une machine à écrire. Ah bon, d'accord. Pas sur l'ordinateur. Alors là, les feuillets volent, vous abandonnez tout, ça part à la poubelle, et votre éditeur attend, un peu perplexe. Voilà. Mais quelle est votre relation avec votre éditeur? Parce que vous n'en avez pas changé depuis le premier livre. 20 ans, C'est une fidélité intellectuelle, commerciale aussi, bien sûr, mais qu'est-ce que vous attendez vous attendez d'un éditeur? J'attends tout parce que moi, il n'y a que lui qui lit vraiment. C'est-à-dire que je ne vais pas lire à 50 personnes, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, alors là, on se retrouve avec des avis différents de tout, voilà. Donc c'est vraiment lui, le socle depuis le début, c'est vraiment... donc il me connaît très bien, je le connais très bien aussi. Mais lui, il me connaît très bien. Il sait où je vais me perdre, où je vais. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que et il voit ce que je veux faire souvent quand c'est pas encore fait. Donc vous lui donnez quoi, les premiers chapitres ou... Oui, j'attends d'avoir généralement un premier tiers. Et là, je commence à tester. D'accord. Puis moi, je lui pose des questions. Si je dis, mais ça, t'as bien vu ceci, t'as bien vu cela? Est-ce qu'il va me dire oui, il va me dire non? Puis je dis, tiens, ça. Et il me fait des notes. Alors il y a des notes. Alors généralement, quand il voit quelque chose qui ne va pas, il a raison. Mais je ne fais jamais la solution qu'il me propose. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de m'avoir identifié un problème me fait déclencher plein d'autres manières de penser l'histoire. Et généralement, je trouve beaucoup plus en amont où est le souci qui fait que j'en suis arrivé à ce point. Donc il y a vraiment un échange comme ça. Mais c'est absolument capital. Il ne faut pas croire que un écrivain, il est tout seul dans son coin, il fait tout, il sort et c'est parfait. C'est pas vrai du tout. On a à un moment, il y a des choses qu'on ne voit plus. Vraiment, on est tellement dans les personnages, tellement dans l'histoire et tout, tellement avec Et puis il faut savoir que moi, quand je fais plusieurs versions d'un livre, généralement 2, 3, des fois plus. Donc quand j'écris, quand je me relis, j'ai toutes ces anciennes versions en tête aussi. Et ça, c'est très mauvais, parce que le lecteur ne les aura pas. Lui, il n'a pas besoin de... Non, Donc il y a un éditeur qui doit dire, attention, là, tu vas nous perdre à tel endroit. Non, c'est vraiment important. Ouais.
Vraiment Alors, important. une chose qui m'a intrigué, c'est le titre. Mhm. Parce que tout le monde connaît cette phrase sortie de la Bible, enfin, un homme averti en vaut deux, et voilà. Comment vous l'avez choisi, ce titre? Avec l'âge, je me suis aperçu que mon titre était vrai. C'est-à-dire qu'un homme averti en vaut deux, oui, quand c'est une expérience personnelle. Quand on vit quelque chose, quand on fait une erreur, on peut effectivement se dire, bon, celle-là, il ne faut pas que je la fasse deux fois. Quand quelqu'un vous dit, ne fais pas ça, on s'en fout. Ça ne marque pas tant que ça, en fait. L'expérience des autres, et la preuve, l'histoire, Oui. c'est pas pour rien que je dis ça, c'est Oui. que l'histoire des pays, l'histoire des peuples prouve que l'expérience des autres ne sert à rien. Oui, oui, Sinon, ça faisait longtemps qu'on aurait arrêté de se mettre sur la gueule Peut-être que familièrement, on s'emmerderait beaucoup aussi. Et peut-être en plus. Hein? En plus. On peut le dire comme mais, ça. mais non, je pense qu'un homme averti ne vaut rien, en fait. Il va se faire avec sa vie, avec ses expériences personnelles, mais dire, voilà, parce que la Saint-Barthélemy n'a pas empêché les horreurs Oui. qu'il y a eu tous les siècles d'après. Et donc, je Oui. pense que c'était... voilà. Et dans ce roman, où effectivement, vous avez deux héritiers de deux grandes familles qui essaient de comprendre ce qui s'est passé dans leur histoire, ce qui s'est passé avec leurs ancêtres, toutes les leçons qu'ils peuvent découvrir de ce qu'on fait ne va pas les empêcher, eux, de refaire les mêmes erreurs. Donc, je ne suis pas un moraliste, hein, mais c'est quelque chose dans lequel je crois Donc la phrase beaucoup. que j'ai citée, quand vous dites qu'on la retrouve aussi bien chez Balzac que chez Bossuet, derrière toutes les grandes familles se cache forcément un grand crime. Vous approuvez ça? Vous dites oui, c'est... Il y a toujours quelque... Oui, parce que ça fait pas vaut... plaisir à tout le monde, hein? Non, mais ça vaut surtout... Alors ça, c'était une phrase qui était dite par Bossuet, Bordalot et tout. Il disait ça aux aristocrates. Oui. À ces grandes familles qui étaient là depuis... mais l'aristocratie était née de quoi? Des chevaliers du Moyen-Âge, de plein de choses, où il y a eu du sang, il y a eu des meurtres, il y a eu des captations de trucs. Il dit voilà. Et Bossuet était là devant toute la cour de France, il disait attention, vous les grands riches, d'où vient votre argent? D'où vient votre pouvoir? Il y a toujours un grand crime, il y a toujours un mystère, il y a toujours quelque chose. Et quand on regarde les grandes familles américaines, parce que les familles que je décris là, elles existent. Il y a des dynasties comme ça qui, depuis des générations, les Kennedy, les Rockefeller, tout ça, qui depuis des générations, sont très très riches, très très riches. Et généralement, au bout d'un moment, on ne sait plus d'où vraiment vient l'origine de cette fortune. C'est quoi? Si c'est industriel, ça peut être un homme qui a piqué une idée à un autre, qui a trahi un associé, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui fait que et très souvent... Qui a piqué un brevet. Qui a piqué un brevet. Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc louche. Et quand je dis crime, c'est crime au sens général. Oui. Et là, je trouvais intéressant de deux héritiers, un homme et une femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des Américains d'aujourd'hui, ce sont des Américains qui questionnent aussi leur héritage historique, qui n'acceptent pas qu'on leur donne tout, qui prennent le passé comme ça sans le questionner, et qui vont questionner leur propre famille. Ils sont là, ils sont censés hériter des millions de leurs parents, grands-parents, et ben ils disent non, mais en fait d'où ça vient? Qui on est? Tu vois, est-ce que cet argent est si propre que ça? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Parce qu'on est là, on fait de la philanthropie et tout, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles? Et là, il rentre, et là, dans ce questionnement où effectivement, il y a des sales histoires dans toutes les familles. C'est ce que je dis, hein, les secrets de famille mettent les familles au secret, c'est-à-dire qu'on ne les dit pas. Et on ne les dit tellement pas que les enfants ne les connaissent pas. Les petits-enfants n'ont même pas du tout idée. Donc quand eux commencent à se retourner, à remonter... Quand ils éclatent, c'est un tsunami. Voilà. Là, c'est un sacré tsunami. Là, il est costaud, celui-là. Non, mais on ne dit pas trop. On dit pas. Donc, les Murs, eux, viennent d'Angleterre, sont des armateurs, politiciens anglais. Ouais. C'est une famille qui a existé? En fait, je m'inspire de Muir et Bettman. Il y a eu beaucoup de Muir et de Bettman au XVIIe siècle qui sont partis en Amérique. Je n'ai pas pris une lignée exacte, parce qu'il n'y en a pas qui regrouperait tout ce que je mets dans mon histoire. Donc je me suis inspiré de plusieurs familles pour créer les miennes. Des choses que j'ai inventées, hein. Attention, c'est pas un document. Vous avez inventé Jennifer. Bien sûr. Mais voilà, tout ce que j'ai inventé, pour moi, en fait, quand j'invente quelque chose, il faut qu'il soit vraisemblable, c'est-à-dire que je l'ai lu quand même quelque part à un moment. Jennifer, évidemment, elle est inventée. Seulement ce couple, un homme vieux très riche avec une femme plus jeune, franchement, on l'a déjà vu 150 fois. Oui. Il est tout à fait. Et j'ai même une histoire au 19e où ça ressemble un petit peu. Donc je cherche tout le temps. Vous parliez du livre sur la collaboration. Oui. Là, c'est vraiment l'exemple absolu de
tous les personnages qui sont dans le livre, l'héroïne, tout est vrai. C'est-à-dire que je n'ai rien inventé. Enfin, j'ai modifié, mais je n'ai rien inventé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça partait de quelque chose où quelqu'un a vraiment dit ça, ou quelqu'un a vraiment fait ça, et je le mettais dans mon personnage. Et c'est comme ça que je trouve que les choses paraissent vraies, en fait, sont vraisemblables. Quoi. Sont vraisemblables, parce que raconter brièvement la célébration du bateau, enfin je ne pense pas que ça s'appelle comme ça, là, quand le baptême du bateau du richissime Muir est organisé, sa femme a envie de se suicider. Alors, alors ça, je parle d'un truc vrai. Il y a aujourd'hui un concours entre armateurs dans le monde entier pour avoir le plus grand porte-container au monde. Donc, les trucs font 400 mètres, enfin, c'est 20 000, 30 000, 40 000 containers. Si le prochain roman de Romain Sardou, ça ne serait pas sur la famille Onassis. Non. Ça pourrait... Alors, les familles, j'en ai marre. Là. J'ai fait 1200 pages sur 2 familles sur 3 siècles, là, c'est bon. Non. Oui, il y a un concours entre les grands armateurs mondiaux. D'ailleurs, les Français sont assez bons là-dessus. Pour tout le temps, donc, allez, tous les 2 ans, on vous baptise le nouveau plus grand. Et donc là, effectivement, c'est une cérémonie comme ça, par les Anglais, donc ils sont très contents parce que les Anglais avaient été un peu distancés dans tout ça. Et il y a donc cette famille Muir, qui sont armateurs depuis 3 siècles, puisqu'ils affrétaient les bateaux qui amenaient les colons en Amérique au tout début. Font célèbre donc leur grande. Voilà. Et vous avez donc ce Conrad Muir, qui est le chef de la famille, qui est marié avec une femme beaucoup plus jeune. Qui effectivement qui n'est pas heureuse du tout. Alors elle a beau être riche, elle a beau être belle, elle a beau avoir tout, c'est pas la vie en fait qui lui plaît. Toutes ces mondanités, tous ces trucs-là, et elle se sent complètement seule et perdue dans cette famille. Et effectivement, elle va se servir de cette énorme célébration pour se suicider. Alors je ne dis pas comment, mais donc ça fait un scandale gigantesque. Ça vous pouvez le dire. Ah bah non, elle monte tout en haut du... Ah oui, parce que Michael va arriver à ce moment-là. Voilà, elle monte tout en haut et puis elle se jette. Ça fait près de 80 mètres de hauteur, c'est gigantesque. Et elle se jette à l'eau, elle se suicide, et il y a un docker, enfin un petit mec qui bosse sur le bateau, qui la voit, qui saute évidemment pour aller la sauver. Et la sauver rend l'événement encore plus fou. Et ceux de-là évidemment vont tomber amoureux. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle rencontre l'opposé absolu de son mari. Ils tombent amoureux, seulement ils se cachent, ils sont traqués partout. Que ça soit par le mari, que ça soit par la presse, parce que tout ça fait un scandale énorme. Donc ils décident de s'enfuir en Amérique. Donc c'est là où on retombe sur les colons qui fuyaient pour partir en Amérique. Et pour être sûr de ne pas être trouvés, ils vont se cacher là où personne ne va les chercher. C'est sur le bateau. Oui. Ils vont se cacher dans le bateau, ils se servent de la traversée inaugurale du bateau pour partir en Amérique en se cachant comme les tout premiers colons. C'est que vraiment, pour ceux qui auront lu America, ils verront qu'il y a des scènes jumelles dans tout ça. Donc voilà, ça part comme ça. C'est encore des gens qui fuient l'ancien continent pour aller en Amérique et recommencer une nouvelle vie. Comme il dit, cette Jennifer Moore, c'est comme une déesse. Et lui, étant donné son héroïsme, il est comme un dieu. Perçu comme ça, par la presse, par le... Ah oui, enfin, en fait, tout ça prend des proportions romanesques. Alors, après, et moi j'aime beaucoup cette formule, parlez-moi de Mathilde Bateman. Parce que ce personnage évidemment très important, mais comment elle arrive dans cette histoire? Elle, c'est la fille c'est l'héritière de la famille Bateman, donc ce sont des Irlandais. Pareil, ça fait 3 siècles qu'ils sont là. Eux, ils ont beaucoup prospéré dans la mafia. Oui. La mafia irlandaise, on la connaît moins, nous, mais elle est presque beaucoup plus importante que la mafia italienne qu'on a pu voir dans Le Parrain et tout ça. Eux, c'était la politique. Eux, c'était vraiment, ils ont la communauté irlandaise en Amérique est énorme. Les Kennedy font partie de cette énorme communauté irlandaise. Donc elle a 25 ans. Plus tous ceux qui ont fui la famine et la famine. Oui, voilà. Il y a plusieurs en plus immigrations. Il y a plusieurs exodes irlandais. Bon. Elle a 25 ans et elle représente assez bien sa génération. Alors là, ça vaut pour les jeunes Américains, comme pour les jeunes Français, comme pour les jeunes Anglais aujourd'hui, ceux qui ont 20, 25 ans ou même 15 ans. Qui sont des gens qui questionnent le passé, c'est une génération qui n'a pas envie de récupérer la société que les anciens leur ont fait comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont pas d'accord avec l'héritage qu'on leur donne. Et elle a ça aussi. Elle n'est pas d'accord, elle ne sait pas, elle sent qu'il y a quelque chose qui est pas
qui est pas nette dans sa famille. Et elle ne veut pas devenir prendre la suite de son père, comme ça, les yeux fermés. Elle veut savoir, elle veut comprendre pourquoi elle est une Batman, pourquoi elle est en Amérique. Elle s'entend très bien avec son père. Hein. Elle s'entend très bien avec son père jusqu'au moment où elle commence à chercher, et là, elle va moins bien s'entendre avec son père. Oui. Parce qu'effectivement, elle veut savoir des choses qui sont des secrets de famille, qui datent de génération en génération, qui ne doivent pas se savoir. Mais ça ne l'arrête pas. Voilà, effectivement, elle a cette passion qu'on sent vraiment chez les jeunes aujourd'hui, de dire, voilà, vous voyez une Greta Thunberg, c'est vraiment ça. Non, mais le monde de merde que vous nous avez fait, on n'en veut pas. Elle dit, mais attends, ma famille, comme ça, j'en veux pas. J'accepte pas de. Donc, elle va briser le pacte terrible qui fait que tout le temps, un Batman reprenait les affaires de la famille. Elle dit non. Et elle va commencer à enquêter sérieusement ce que jamais le FBI n'avait réussi à faire, ce que jamais la CIA n'avait réussi à faire, elle va le faire. Parce que quand c'est quelqu'un de la famille qui cherche, il a accès, lui, pour le coup. Donc ça crée ça crée un roman. Michael Monroe, quel personnage celui-là, ouais. Que le FBI d'ailleurs contacte un moment. Oui, bien sûr. Lui, c'est le petit. Lui, c'est le grain de sable. Lui, il n'appartient pas au Batman, il n'appartient pas au Muir. C'est le petit Docker qui a sauvé la femme Muir. Bon, il n'a rien à voir là-dedans, lui, a priori. Non. Et il va se retrouver entraîné dans le moment où les deux familles, au bout de 3 siècles, vont commencer à se réaffronter, à comprendre pourquoi elles se détestent et tout ça. Et lui, le milieu. La scène de la prison, quand il se fait emprisonner pratiquement, pour protéger un protégé. Ah oui, en plus, je vous dis une connerie, j'ai confondu le personnage, moi je suis complètement fou. Oui. Je viens de vous dire une connerie énorme par rapport à mon livre. On est d'accord? Ah oui, vous avez dit qu'il n'avait rien à voir avec les Vous m'avez coupé. Non, là vous parlez de l'Irlandais, du tueur à gages. Oui. Non, moi je vous ai parlé du Docker qui avait sauvé... Oui. C'est magnifique. Au bout d'un an, j'ai oublié mon livre. Bon, bah d'accord, écoutez, lui, bien sûr. Oui, lui c'est le tueur à gages irlandais. Ouais. Voilà. Donc, à un moment, Mathilde Bateman, l'un, et Michael Moore, cette phrase, l'un n'a rien, l'autre a tout. L'un veut changer de vie et l'autre veut changer le monde. Voilà. Ouais, la petite Monroe veut changer le monde. Ouais. Hein? Ouais. Comment ça naît dans la tête d'un écrivain, ça? Ah, mais ça, c'est la patience. Ça n'est pas automatiquement, hein. C'est vraiment... des fois, je suis dans des quadratures du cercle où il y a rien, où ça ne marche pas, j'ai 2 idées, je n'arrive pas à les faire rentrer, c'est pas possible, il n'y a rien, tout les oppose. Ou alors une fausse piste? Des fausses pistes, bien sûr. Il y a plein de manières d'arriver à ramener, mais il faut qu'à la fin, ça soit d'une évidence absolue. Implacable. Donc, implacable. Donc des fois, c'est des journées des journées entières à pas avoir une idée, hein. Je tourne dans mon salon, je suis en robe de chambre, je suis de mauvaise humeur, et je me dis, mais c'est pas possible. Parce que je vois la chose, je me dis, ça va être bien. Si ça pouvait se passer, ça serait bien. Ouais. Donc je cherche. Et généralement, c'est tout le temps en amont qu'il faut aller chercher la solution. C'est toujours un truc qui a pas démarré assez tôt pour que ça puisse se paraître naturel quand ça arrive. Mais voilà, tous ces rebondissements, toutes ces choses qui ne devraient pas arriver et qu'on se force, qui arrivent évidemment. C'est ça, c'est une construction. Il y a un côté un peu mécano aussi, hein, dans ce type de roman-là. Ben oui, parce que ce que vous racontez souvent avec ces personnages, c'est que pourquoi se rencontrent-ils? Ah oui, mais ils ne doivent pas se rencontrer. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils ne doivent pas découvrir ce qu'ils vont découvrir. Ils ne doivent pas. C'est ça le coup de théâtre. Sinon, si tout est d'une logique, c'est pas du tout ce genre de roman. Hein. Et puis c'est ça, et ce que je disais, c'est à chaque chapitre cette surprise-là. Vous avez mis combien de temps à écrire ce livre? Vraiment 5 ans? Non. J'y ai vraiment mis d'écriture pure 18 mois et il y a eu 6-8 mois avant de grosses réflexions. C'est toujours un peu plus de 2 ans. S'il y avait une morale à ce livre, quelle serait-elle? La morale? Ouais. Qu'il faut regarder les héritages en face. C'est ça la morale. C'est qu'il faut tout ce qu'on enfouit, tout ce qu'on fait semblant de ne pas voir. Il faut creuser les secrets de famille. Oui, les secrets à nous, les secrets de la société, les machins. Oui, il faut les affronter. Quoi. C'est pas, plus on tarde à les regarder, plus on va mal les voir. Plus on va les déformer, plus va se créer des malentendus, des tensions. Et l'histoire des sociétés, c'est quelque chose. Hein. Alors moi, ce qui me frappe, je ne vais pas vous donner ma morale à moi de lecteur, mais tous ces êtres qui sont forts,
Il n'y a pas beaucoup de faibles dans le livre. Ils ont tous des stratégies souvent machiavéliques. Enfin, la scène, je crois que c'est le 2e chapitre, où sur le bureau, on ligote un homme, le malédictin. Il n'y a pas d'hésitation. On le ligote, on le tue, on l'égorge, je crois. Enfin bon, bref. Mais à un moment, il y a toujours des émotions qui vont dominer le monde. C'est-à-dire qui vont dominer les situations. Ah bah tout le temps. Mais c'est pour ça que c'est le bordel. La faiblesse des émotions, Romain Sardou. Oui, ou la force plutôt, c'est qu'elles prennent, elles prennent le dessus. Il y a toujours un moment où effectivement, vous avez beau être l'homme le plus puissant du monde, avoir tout ce qu'il faut, la tête d'une des mafias les plus importantes, quand c'est votre fille qui vous confronte, c'est pas la même chose, tout d'un coup. Et qui vous confronte à votre passé et à des choses que vous avez acceptées plus jeune et que vous n'auriez pas dû peut-être accepter en fait, que vous avez enfouies. Et elle, tout d'un coup, elle vous renvoie votre vérité en pleine gueule. Ouais. Qu'est-ce que là, tout le pouvoir du monde ne fait rien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vibre quand même. Ouais. C'est comme l'émotion du coup de foudre de Jennifer au début du livre. Bien sûr, bien sûr. Qui change tout le cours de l'histoire. Oui, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps et puis c'est comme ça dans nos vies aussi. Il y a toujours un moment où on ne fait pas ce qu'on aurait dû faire, où on est surpris de ce qu'on fait. On ne pensait pas qu'on ferait ça, mais parce qu'on a réagi. On n'a pas agi, on a réagi. Est-ce que ce n'est pas aussi l'histoire de ces familles très puissantes qui disent ne rien lâcher? Bien sûr. Elles sont très puissantes parce qu'elles n'ont rien lâché. Mais quand il sait ça tout de suite, il ne lâche rien. Il dit je la retrouverai, je l'aurai. Une sorte de détermination. Ouais. C'est ce qu'on attend de ce genre de roman. Oui. On veut des héros. Enfin, moi, je dis, je ne crée pas des êtres humains, je crée des héros de romans. On a envie de ça, on a envie de... Quand vous allez voir un western, vous avez envie que le cow-boy, c'est un cow-boy. Moi, c'est pareil, c'est ce qui fait, je trouve, ce qui fait l'attrait de ce genre de roman. Je ne dis pas que c'est pas représentatif de toute la littérature, il y a plein d'autres livres avec d'autres façons de faire et tout qui sont formidables. D'ailleurs, mais ce genre de livre-là, c'est du... Romain Sardou, vous citez Jean-Paul Dubois. Oui. Au début du livre. Ouais, rien à voir avec c'est pas du tout votre univers littéraire. Non, bien sûr. Mais j'aime beaucoup Jean-Paul Dubois. Il y a plein de... j'aime beaucoup de littérature qui ressemble absolument pas du tout à celle que je fais. Oui, mais pourquoi avoir mis Jean-Paul Dubois quand même? Parce que ce qu'il dit sur les héritages, sur les fils et les pères et tout, je trouve que c'était très pertinent par rapport à tout ce que je raconte dans le livre. Les notaires n'avaient à connaître que le partage de la ferraille, mais où passaient tous les biens de l'esprit? À qui profitaient-ils? Si les enfants pouvaient hériter de l'acquis de leur père, posséder seulement ce capital ontologique, vivre serait un jeu d'enfant et le monde infiniment riche. Évidemment. C'est vrai qu'à la fin, on hérite de quoi? On hérite de papier, de maison, de je sais pas quoi, mais on n'hérite pas de tout ce qui s'est passé dans la tête de nos parents, ou dans leur cœur, il y a des blessures qu'on ne connaît pas, il y a des vexations, des douleurs qu'on n'a pas vues. D'abord parce qu'on n'était pas là, parce qu'on est des enfants, on n'était pas là avant. Il y a plein de choses dont on n'hérite pas. Effectivement, il y a un capital de personnel qui part avec nous. Oui. Écoutez, moi je souhaite à tous les habitants de Limoges de partir avec vous, de partir dans ce livre. Surtout ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers peuvent le lire après. Ah oui, tout à fait. Ah oui, ils sont publiés. C'est presque mieux. Ils sont publiés en format de poche en plus. Ça coûte même pas le prix d'une place de cinéma. Mais surtout, lisez, et je le remonte avec plaisir, Un homme ne vaut rien chez XO Éditions. Un roman de l'amour fou et de la vengeance totale. Voilà le bandeau qu'on aurait pu mettre Romain Sardou. Je vous remercie d'être venu à Limoges et Merci, je vous remercie Antoine. d'avoir parlé avec je moi remercie le pendant salon cet de entretien. Limoges, surtout d'avoir les organisateurs, la mairie et tout, d'avoir tenu le coup, les libraires évidemment. Voilà. C'est formidable. Ça fait plaisir de démarrer un petit peu. Merci à vous, Romain Merci. Sardou. À bientôt. À bientôt.